C'est une escale de Jeanne avec Véronique Bergen et son roman Saint-Just aux éditions Tinbad. C'est une escale à distance. Véronique Bergen, qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur Saint-Just, sur la Révolution et en même temps à faire des liens sur l'époque et les soulèvements actuels? Si je réfléchis à ce qui m'a conduit à interroger la figure de Saint-Just sous la forme d'une fiction, à lui donner voix à l'intérieur d'une structure polyphonique, je pense qu'il y a plusieurs affluents qui ont catalysé ce désir d'écriture. D'abord, la volonté peut-être de prendre Saint-Just comme caisse de résonance d'une époque extrêmement complexe, d'une séquence historique qui voit donc la chute de l'Ancien Régime et la naissance de la République, et de voir en Saint-Just un être qui a été éminemment noirci par l'histoire, éminemment enfermé dans des clichés, le voir comme une espèce de prisme sous lequel, à l'aide bien sûr des autres protagonistes, je pourrais déchiffrer ou entendre le corps de l'histoire en mouvement. Et donc je ne fais pas œuvre d'historienne, je ne répare pas des torts, je ne tiens pas à réhabiliter la figure de Saint-Just, mais à le dépoussiérer, à lui ôter les clichés qui l'ont enfermé. Et donc j'ai imaginé en Saint-Just, qui est bien sûr basé sur des lectures, sur un travail d'archives en amont, mais au-delà, j'ai essayé de sentir en quoi le corps Saint-Just, en tant qu'unité de temps, d'action et d'humanité, entrait en résonance avec une époque dont je voulais interroger les équivalences, les correspondances ou les échos avec le présent. Donc pourquoi écrire sur Saint-Just? C'est d'abord aussi pour réarticuler ou redynamiser la mémoire des luttes passées et voir la façon dont elles percolent dans le présent et très abruptement pourquoi la révolution aujourd'hui n'a-t-elle pas lieu. Pourquoi est-elle dans une impasse ou est-elle devenue une espèce de mot d'ordre obsolète, rangée dans les placards de l'histoire? Et donc la figure de Saint-Just est traversée dans ma fiction, bien sûr par la voix d'André Malraux, ça me semble important. J'ai écrit ce livre alors que Arnaud Maisetti publiait un roman absolument extraordinaire, Saint-Just et des poussières, et je me suis dit que cette figure si noircie, si caricaturalement enfermée dans l'image de l'ange de la terreur, ne nécessitait pas d'être réhabilitée, mais ouvrir le silence de Saint-Just à la fin de sa vie, ouvrir cette espèce de feu en phase avec la Révolution, cet être qui s'est brûlé pour la Révolution, et dont je voulais dessiner un portrait comme en creux, qui le tienne à distance aussi de Robespierre. Comment, à un moment donné, la Révolution en vient-elle à dévorer ses propres enfants, à se déchirer, se déchiqueter entre des factions rivales, les indulgents, Danton, Camille Desmoulins, les enragés, les hébertistes? Comment Saint-Just s'est-il peut-être sacrifié en voulant sauver le corps de la Révolution? Et peut-être ai-je imaginé un Saint-Just aussi qui se tait parce qu'il désapprouvait la continuation et la perpétuation de la politique de la terreur. Une politique justifiée donc par Robespierre et le triumvirat, par la nécessité de sauver la Révolution contre les contre-révolutionnaires, les royalistes, les Vendéens, mais aussi à l'intérieur de la Révolution par rapport aux éléments ou trop modérés ou trop fiévreux. Et donc Saint-Just, c'est avant tout une caisse de résonance, non seulement de l'époque, donc de 1789, mais de notre époque actuelle. J'ai adoré ce livre, mais en même temps, j'ai trouvé que vous avez pris des risques. Et quand j'ai commencé, je n'arrivais pas à savoir comment vous alliez l'aborder, après les historiens, les biographes, etc. Cette période de la Révolution, Saint-Just et la terreur. Et j'ai trouvé formidable que vous ayez choisi la fiction. Après moult hésitations, je me suis emparée de cette figure, avec peut-être un principe d'inconscience, parce que la Révolution française est une espèce
de césure qui a été tant approchée par les écrivains et par les historiens, par les essayistes, que je voyais a priori mal quelle voix ou quel angle je pouvais apporter ou quel intérêt un Xème ouvrage pouvait apporter sur ce sujet. Et puis l'idée de diluer Saint-Just dans un choral avec des chants, faire parler autant les contre-révolutionnaires, les pierres des châteaux détruits, le chien de Robespierre, Brandt, des anonymes, les sans-culottes, au-delà de sans-culottes, les sans-noms, Lazare Carnot, Lavoisier à travers l'oxygène, la guillotine elle-même. Je me suis dit qu'on avait une porte d'entrée, non pas sur le passé, mais sur le présent. Donc une réactivation du passé pour mieux comprendre les points d'engorgement de notre présent et pour mieux comprendre pourquoi certaines révolutions ou bien sont trahies, ou bien avortent, ou n'ont pas lieu, et de jeter un regard peut-être sur le repli thermidorien que nous subissons depuis des décennies. Voilà. C'est fascinant, cette polyphonie. Ce dispositif choral en quelque sorte, racontez-nous. J'ai eu recours d'emblée à un dispositif choral, polyphonique, avec chant contre chant, en termes médiévaux on dirait avec des déchants, simplement parce qu'il ne fallait pas décentrer la figure de Saint-Just, mais en faire un corps d'énonciation collective, donc non pas Saint-Just en tant que porte-parole de lui-même, mais porte-parole d'un espoir, d'un message révolutionnaire, d'une implication révolutionnaire. Et donc, il fallait pour cela ciseler aux côtés de sa voix, la voix des sans-culottes, la voix des hébertistes, des voix que je trouvais plus obscures, comme la voix des moires, la voix de l'oxygène inventée par Lavoisier, puisque Lavoisier finit sur l'échafaud, la voix de Brutus, puisque en campant le personnage de Saint-Just, je vois aussi tous les rêves qui l'ont traversé, la tentation de l'angélisme qui se tourne parfois en naufrage dans la terreur, la tentation aussi du silence, le fameux silence de Saint-Just à la fin de sa vie, et la tentation de devenir Brutus, Brutus par rapport à un Robespierre qui s'enfonce dans une logique de terreur qui glace les eaux de la Révolution. Et donc Saint-Just n'est pas uniquement l'épigone, celui qui a formulé une défense des institutions, c'est aussi un personnage que j'ai voulu être redonner dans toute sa complexité, les débats par rapport à l'être suprême, par rapport à la religion, la lucidité par rapport aux fermetures de la Révolution, aux dangers qui la guettent de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Et donc Saint-Just est quelque part une passerelle, une espèce de météore que j'ai vu comme s'il enfourchait un coursier, une cavale. Il va très très vite Saint-Just, il va peut-être trop vite par rapport à l'époque. Et donc je me répète, ni réhabilitation ni justification, mais une espèce de prisme, de volonté de l'utiliser comme une lunette qui donne une perspective et sur le basculement historique de 1789 et sur les impasses que 89 a endurées. On sent le formidable travail de recherche et en même temps, on a l'impression que vous avez voulu ajouter quelque chose à l'archive, justement. Bien sûr, pour ce faire, j'ai balayé, j'ai circulé dans les écrits de Saint-Just, dans ses œuvres, dans les écrits des historiens de la Révolution, que ce soit Soboul, Furet, Mona Ozouf, Éric Hazan, dans les romans autour de Saint-Just, mais tout ça avec la volonté de percer certains blancs de l'histoire. Et donc les blancs de l'histoire, pour moi, venaient de leur part extratemporelle, de leur part quasiment intemporelle, parachutée dans une époque qui va très vite. Voilà. Qu'est-ce que la fiction vous a permis de dire que l'essai ou la biographie vous aurait peut-être refusé? Et comment avez-vous
travailler, je dirais, la présence de l'époque, les corps, les peurs, les foules, ce qui échappe peut-être, ou du moins qui reste discret dans l'archive. D'emblée, pour moi, il était évident que je devais choisir la voie romanesque, la voie de la fiction, et non pas l'essai. Parce que simplement, pour saisir la polyphonie, je dirais, à l'intérieur de Saint-Just, à la fois l'homme d'action, le magnifique écrivain, celui qui voulait se vouer un moment à l'écriture, celui qui a embrasé et embrassé la Révolution aussi avec son corps, puisqu'il était soldat, un essai ne pouvait pas rendre compte de ces perspectives, de ces éléments très composites et qui forment un tout à l'intérieur de la personne de Saint-Just. Et donc il y a Saint-Just éperdument amoureux, amoureux de Louise, amoureux de la Révolution, amoureux d'une idée du monde qui est incarnée dans sa chair, et donc amoureux aussi des principes. Et donc le roman me permettait donc de donner à entendre davantage qu'à voir toutes ces facettes dans Saint-Just que je mets souvent en tension avec Robespierre. Robespierre qui est avalé dans une espèce de culte de la pureté, avec le statut d'incorruptible, et dans un engrenage de la terreur que Saint-Just, peut-être à la fin, lorsqu'il se tait à la Convention, voulait arrêter. Quel a été votre mode de travail de ce roman ? Je fais aussi des hypothèses, je ne travaille pas en tant qu'historienne, j'essaye de sonder aussi les blancs, les silences de l'histoire, le silence de Saint-Just, et de faire entendre au travers du corps de Saint-Just, de sa voix, de sa figure, la voix d'un peuple en marche, et qui aussi n'est pas encore unifié. Le corps des sans-culottes, le corps des petites gens, le corps du tiers-état est un corps multiple, une polyphonie à l'intérieur de la polyphonie, et traversé aussi par des doutes, par des points de perplexité. Est-ce que la fuite du roi, ensuite son arrestation, sa condamnation à mort, est-ce que les nouveaux calendriers, le calendrier républicain, les bonnets phrygiens, les arbres de la liberté, les nouvelles institutions, est-ce que véritablement ça va changer quelque chose à l'ordre quotidien des sans-culottes, de ceux qui n'ont rien, des manants, des pauvres, des paysans? Donc je veux que tous ces possibles qui ne sont pas encore donnés, qui sont en ébullition dans une époque qui cherche une sortie à l'Ancien Régime et qui cherche à dessiner la structure, ou plutôt les écosystèmes d'un nouveau monde, tous ces possibles sont dans une espèce de fragilité, d'instabilité. Et donc j'aimais faire entendre aussi les tiraillements, parfois la peur, les peurs qui succèdent aux embrasements. Est-ce que, pour reprendre la phrase de Lampedusa dans Le Guépard, est-ce que tout ne change pas pour que tout reste au même, pour que tout revienne au même? La fameuse phrase que Tancrède, donc Alain Delon dans Le Guépard de Visconti, assène au duc. Et donc, à travers Saint-Just, j'ai voulu voir et réactiver toutes ces potentialités dont l'époque actuelle a besoin, parce que c'est une voie d'espoir, c'est une voie qui s'oppose à la résignation, qui évite le fatalisme et qui se donne surtout la possibilité de penser à un autre monde, à un nouveau monde, qui ne fasse pas nécessairement totalement le deuil de l'ancien, ou qui ne le sacrifie pas, mais qui essaye de planter dans la chair du présent véritablement des puissances de vie, dirait Deleuze. Et en ça, Saint-Just me paraissait non pas un phare ou une lanterne, ni un exemple, mais une boule d'énergie, une boule d'énergie silencieuse par moments, et de lucidité, et surtout de désir de révolution. Autant il y a la révolution du désir, autant il y a le désir de révolution, désir qui a été fortement entamé
ou ligaturé par le repli thermidorien, qui est fortement, incarné, intériorisé dans les esprits. Et donc voilà, Saint-Just, c'est pas une étoile filante, même s'il est mort très jeune, c'est vraiment le coursier, et il attend que sur sa monture, d'autres figures montent, et une espèce de cavale collective. Véronique Bergen, vous avez en même temps donné voix à des anonymes, à des forces, des animaux. Est-ce une façon à vous d'arracher la révolution à, je dirais, sa version héroïque et surtout de réintroduire tous ceux qui étaient quand même la révolution de la révolution? En écrivant Saint-Just roman, je tenais effectivement à donner la voix, à donner chair aux anonymes, aux vies minuscules, dirait Pierre Michon, aux sans-noms, aux forces, aux entités qui sont non humaines, et donc d'échapper par là à la vision héroïque de l'histoire, à une vision de l'histoire qui serait faite par les grands hommes, vision qui a quand même été dominante et hégémonique pendant longtemps, et qui reste un objet de fascination. Donc ici, la Révolution française a derrière elle tout un pan, donc l'écriture de ce roman, a derrière lui tout un pan métaphysique et philosophique. Bien sûr, il était question de donner voix sous la forme de la fiction à l'intelligibilité de l'histoire, en reprenant le titre de Sartre, en envisageant l'histoire comme une espèce de dialectique des forces, où il y a à la fois donc la liberté qui est parfois prise à revers par les mécanismes d'aliénation, parce que Sartre appelle le pratico-inerte, et donc la Révolution française est un moment privilégié, comme il l'a d'ailleurs analysé, de visibilité, de ces replis et de ces essors d'une libération, d'une liberté qui se cherche, puisqu'il y a à la fois des phénomènes de groupe en fusion, la chute de la Bastille, et des phénomènes de sérialité, de repli donc, dans une matérialité qui aliène. Bien sûr, j'avais en tête des formules qui sont davantage des formules qui sont des appels à réflexion, comme celle de Joyce, l'histoire est un cauchemar dont j'essaye de me réveiller. Et donc, dans ce cauchemar, Saint-Just est pris, Saint-Just est prisonnier. Et donc, je me suis dit qu'il fallait tenter quelque part de sortir Saint-Just de ce cauchemar noir dans lequel on l'a enfermé, de cette image totalement calamiteuse qui le tient prisonnier. Je pensais bien sûr aussi à la très belle formule de Ingeborg Bachmann, l'histoire donne des leçons mais elle n'a pas d'élèves. Et donc, avec la volonté qui était préjudicielle de donner voix aux anonymes, aux petites mains de la Révolution, je pensais bien sûr aux voix féminines. J'en ai sélectionné quelques-unes, celle de Lucie de Moulin, sous la forme d'une lettre qu'elle adresse à Camille, celle de la grande figure, peut-être minorée, mais grande tout de même, de la Révolution, la Marseillaise Thérèse Cavale, dite la Cavale, bien sûr Pauline Léon, et Claire Lacombe donc en contrepoint. J'aurais pu choisir Charlotte Corday, mais comme je lui ai consacré plusieurs chapitres dans un roman inédit, je me suis abstenue. Olympe de Gouges, bien sûr, aurait mérité des pages et des pages, ou encore Théroigne de Méricourt avec ses bataillons d'Amazone. Mais donc j'ai dû bien sûr choisir, opérer une sélection, et aussi mettre dans la bouche de certaines femmes une désillusion par rapport au devenir de la Révolution qui a par exemple aboli l'esclavage, mais qui s'est arrêté aux hommes en tant qu'identité sexuée et genrée. Et donc le grand ratage est la Révolution féminine qui n'a pas eu lieu. Et donc, je donne également voix à des entités comme les chevaux. Donc, j'imagine un dialogue entre des chevaux, un dialogue assez épicé, puisque certains en appellent à une révolution des équidés, qui serait comme le pendant, ou qui irait plus loin,
que la révolution de 1789, donc une espèce d'appel au marronnage, à un refus de la vie domestiquée, et finalement certains chevaux professent un manifeste par essence antispéciste, tandis que d'autres préfèrent le compagnonnage, même le joug des humains, puisqu'on sait que la servitude peut être volontaire, comme l'a analysé la Boétie et bien d'autres. J'ai aussi voulu donner voix aux pierres du Panthéon, non pas de façon anecdotique, mais parce qu'à travers les pierres et le dialogue que j'imagine qu'elles peuvent instaurer entre elles, je perçois certains phénomènes de la Révolution. Par exemple, les pierres se disputent pourquoi Mirabeau a-t-il été panthéonisé pour être chassé de ce lieu, pourquoi Marat également a-t-il été intronisé avant d'être jeté dehors. Et j'imagine des disputes, certains regrettent l'absence de femmes, donc je fais parler les pierres depuis le XXIe siècle, donc il y a Marie Curie bien sûr, Simone Weil, mais où sont les femmes? Donc certains réclament à corps et à cri Jeanne Moreau, Édith Piaf, d'autres Manoukian, et là heureusement la fiction précède la réalité, ce dont je me réjouis. Et quand je mets en scène Brandt, le chien de Maximilien, pour moi c'était une évidence aussi donc de décentrer la Révolution. Et là, il n'est pas dans un dialogue, mais dans une espèce d'adresse à Maximilien, en disant « Maximilien, essaye d'observer et de voir, de comprendre et de sentir le monde depuis la vie d'un chien. Là aussi, ta révolution s'est arrêtée à l'humain. Elle est totalement anthropocentrée. Qu'as-tu fait, Maximilien, pour les êtres à plumes, à écailles, pour les forêts, les océans? Donc ta vision est bornée. Arrête de croire que la révolution a commencé avec toi et cessera, risque de mourir si tu n'es plus là. » Et au travers de la voix du chien, je pense qu'il y a une sagesse quasiment immémoriale et un rappel des manquements, des limites de la révolution, qui n'a pas pris en compte, bien sûr, les règnes extérieurs à l'humain, le vivant sous la forme des autres formes de vie. Et donc pour ça, il n'y avait que l'espace très polymorphe, protéiforme du roman, pour développer aussi une réflexion narrative fictionnalisée sur le temps que j'imagine assister du haut de son existence inexistante et être absolument éberlué, lui qui a pourtant connu des cataclysmes, des renversements de régime, la chute de l'Empire aztèque, la fin de l'Empire romain. Avec la Révolution française, le temps est hors de ses gonds. Le temps est désarçonné et pris à court par une révolution qui va plus vite que lui. Et donc, au travers de toutes ces voix, il m'importait de donner corps à cette espèce de mouvement en marche qui est un corps de force composite, où il m'importait que les non-humains figurent et surtout que s'entende la voix des femmes, parce qu'il y a quand même des figures éclatantes, flamboyantes de la Révolution, qui sont des figures féminines et qui restent minorées. Arrive ce moment où on sent que la parenthèse de la terreur doit se refermer. Tout art a produit des merveilles. L'art de gouverner n'a produit que des monstres. Et en même temps, il y a le rôle des moires, il y a un message aujourd'hui aussi. On connaît nombre de formules gravées dans les reins de Saint-Just, qui a toujours allié la rapidité de la pensée à la rapidité de l'action. Une de ces formules, bien sûr, le bonheur est une idée neuve en Europe. Une autre, les arts ont produit des merveilles, tous les arts ont produit des merveilles, seul l'art de gouverner a produit des monstres. Une espèce de mise en abîme, de lucidité absolument effarante, d'un devenir possible dévastateur, de l'art du gouvernement et de l'art de gouverner en tant que tel. Donc plutôt que d'essayer d'analyser cette formule, je voulais qu'elle ricoche
avec des entités qui sont également aux prises avec la Révolution. Et c'est pourquoi, à côté de Saint-Just, à côté des voix anciennes, celles de Ravaillac, celles de Brutus, j'ai donné voix aux éléments de la nature, d'une part parce que ça c'est ma propre conviction et c'est une conviction que beaucoup partagent. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen doit être dépassée dans une déclaration des droits de la nature, et donc comme si la révolution n'était jamais terminée, parce que les créatures pour lesquelles elle plaide n'ont pas été toutes prises en considération. Et donc dans cette gigantomachie, dans cette scène de la Révolution où la guillotine s'invite, où Saint-Just, je le vois comme écartelé entre le désir de poursuivre un moment la terreur pour que la Révolution ne se perde pas à jamais, et le désir d'arrêter la terreur pour instaurer un règne de clémence, ce Saint-Just qui n'est pas Janus, mais il faut aussi entendre les moments clés de la Révolution. Je parlais de la métaphore, qui n'est pas une métaphore, qui est véritablement une image organique. Le corps de la Révolution est une espèce de cheval à plusieurs têtes, même pas bicéphale, tricéphale, milcéphale. Et donc, à travers ça, Saint-Just, je le confronte à la voie du temps, à la voie du destin. J'imagine que le destin s'ennuie en tant qu'archétype, en tant que divinité, et qu'il en a quelque part marre de voir les hommes se livrer à des génuflexions face à la Providence, à se réfugier dans le serve-arbitre. Et dès lors, la Révolution française, comme d'autres séquences, sont des moments historiques durant lesquels le peuple se soulève, prend en main sa liberté, et donc j'imagine le destin jubilé, parce qu'enfin il y a autre chose que la reconduction d'une certaine passivité, d'une certaine résignation, et il y a un soulèvement, un jaillissement donc insurrectionnel qui met quand même fin à un ancien régime qui étouffait la France depuis tellement longtemps. À côté du destin, effectivement, j'ai aussi voulu donner la parole aux moires, à ce trio infernal, Clotho, Lachesis, Atropos, qui, trio, lui, loin de se réjouir de ce chaos, de ce désordre qui va entraîner la fin de l'Ancien Régime, l'entrée en vigueur de la République, est tout à fait effaré. Non pas que ce trio soit contre-révolutionnaire en son principe, mais parce qu'il critique le désordre, le tumulte, donc l'irrégularité de l'ordre quasiment cosmique qui doit régler l'aventure humaine. Et donc tout ça fait que j'ai voulu sortir la Révolution, non pas des rails ou des regards que les historiens, les artistes ont voulu lui donner, mais la diffracter en parlant par exemple du peintre David, en parlant du Pierre des Panthéons, et en faisant sans arrêt quand même des passages entre l'avant et l'aujourd'hui, puisque notre aujourd'hui est irrigué par l'énergie de la Révolution, et une énergie qui devrait, non pas au sens d'un impératif, mais au sens d'une ligne d'émancipation, qui devrait donc rejaillir ou se réinventer autrement. Et donc, si Saint-Just est une figure qui peut faire sens à l'heure actuelle, c'est par son mélange de composantes extrêmement hétéroclites et par sa folle croyance dans la possibilité de changer les temps.
une croyance qui n'est plus tellement partagée aujourd'hui, même s'il y a eu il y a les mouvements, l'altermondialisme, etc. Mais cette espèce de volonté de changer complètement de paradigme, d'obliger les gouvernants à plier, à abdiquer et à prendre en main véritablement une insurrection populaire qui donne la souveraineté non plus à quelques-uns mais au peuple, me semble un message, ou plutôt une espèce de feu noir, mais aussi de feu anarchiste dont notre époque a besoin. Voilà. C'est vraiment passionnant et vous êtes passionnée. Merci beaucoup Véronique Bergen d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir parlé de votre roman Saint-Just aux éditions Tinbad. Je voulais aussi dire merci à Milor qui, dans cette période de grande révolution, traversait souverainement la salle d'aller-retour. Voilà. C'était l'escale de Jeanne et nous finirons avec la musique de générique de Jean-Sébastien Bach à la guitare, à la wah.